Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour à tous. Depuis du siège de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, à Washington, bienvenue à la séance d'information sur la pandémie de COVID-19 ici, dans la région des Amériques. Je suis Luciana Viegas. Comme toutes les semaines, nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton Interprétation. Nous avons déjà reçu plusieurs questions par courriel, mais vous pourrez également poser vos questions lors de la séance en cliquant sur le bouton Q&A. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de la situation du COVID-19 en Amérique et vous parlera également de l'augmentation de l'utilisation d'antimicrobiens dans le cadre de la semaine de prise de conscience qui commencera demain. Avec le docteur Étienne, nous avons aujourd'hui le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19. Nous commençons par les remarques d'ouverture et j'invite le docteur Étienne à ce qu'elle prononce ses remarques initiales. Docteur Étienne, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci et bonjour. Merci de nous rejoindre pour la conférence de presse d'aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu pratiquement 760 000 nouveaux cas de COVID-19 et 12 800 décès liés à la COVID sur le continent américain. Nous avons observé une réduction de 5% dans les nouveaux cas sur ce continent américain par rapport à la semaine précédente et une réduction de 17% des décès liés à cette maladie. Certains des pays les plus peuplés, comme les États-Unis, le Brésil et la Colombie, observent une certaine stagnation de nouvelles infections après des semaines de tendance à la baisse. En Amérique du Nord et au Canada, les cas et les hospitalisations continuent à chuter. Dans les Caraïbes, la République dominicaine et Barbados continuent à signaler une augmentation forte des nouvelles infections. Les îles Caïmans connaissent leur plus fort taux d'incidence de COVID au jour d'aujourd'hui et 2/3 de ces cas sont à trouver parmi les personnes non vaccinées. Pendant ce temps-là, Trinidad et Tobago observe également une forte augmentation des décès liés à la COVID, alors que les lits d'urgence sont remplis de patients de la COVID. Mais les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud notent un déclin des nouvelles infections, à l'exception de la Bolivie qui continue à noter une augmentation des cas. Tandis que l'Uruguay et le Chili ont assoupli leurs mesures de santé publique, et ils observent quand même une flambée de cas de COVID malgré une bonne couverture vaccinale. Il faut répéter que la pandémie de la COVID est encore très active dans notre région. Alors que nous approchons des fêtes de fin d'année, nous voudrions rappeler à chacune, qu'il dépend de nous de protéger nos proches en se faisant vacciner, en respectant les mesures barrières qui se sont montrées efficaces contre ce virus, comme la distanciation sociale et le port d'un masque. Aujourd'hui, nous avons atteint un jalon important. La moitié des gens de la population en Amérique latine et dans la Caraïbe ont suivi un schéma vaccinal complet contre la COVID-19. Et près de 3 500 000 doses de vaccins doivent arriver dans notre région cette semaine, et ce qui va nous aider à protéger encore plus de gens. Cependant, de nombreux pays sur le continent américain continuent à être en retard. Moins de 20% ont été vaccinés 2 fois au Guatemala, en Jamaïque et à Saint-Vincent et les Grenadines. Et la couverture vaccinale est toujours à un chiffre au Nicaragua et en Haïti.
alors que nous continuons à faire tout ce qu'il faut pour que notre région soit immunisée. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une conséquence très importante d'un problème qui est dû à la pandémie COVID-19. Je veux parler de la résistance antimicrobienne ou AMR en anglais. Tout au long de cette pandémie, nous avons noté que le recours aux antimicrobiens a augmenté à un niveau inédit, et ce qui a des conséquences qui peuvent être très sérieuses pour les années à venir. Les données hospitalières locales montrent que 90 à 100% des patients hospitalisés ont reçu un antimicrobien comme partie de leur traitement contre la COVID, alors que seulement 7% de ces patients avaient une infection secondaire qui nécessitait le recours à l'un de ces médicaments. Les antimicrobiens sont des médicaments qui sauvent des vies, mais ils doivent être employés de façon responsable, vu que les bactéries peuvent développer une résistance et rendre ces médicaments inefficaces sur la durée. De fait, c'est exactement ce que nous observons. À cause d'un excès de recours à ces antibiotiques ou d'un mauvais usage de ces antibiotiques ou d'autres antimicrobiens, nous courons le risque de rendre ces médicaments inefficaces et on ne pourra plus traiter des infections communes. Notre récent bulletin épidémiologique d'alerte a noté que l'émergence de bactéries qui résistent aux antimicrobiens de dernier recours avec une magnitude, une complexité que nous n'avions pas notée précédemment. Dans notre région, plusieurs pays, dont l'Argentine, l'Uruguay, l'Équateur, le Guatemala et le Paraguay, signalent des des infections qui résistent aux médicaments et avec une tendance à l'augmentation qui ont probablement contribué à l'augmentation de la mortalité que nous avons observée pendant la pandémie chez les patients hospitalisés. N'oublions pas que les institutions de santé ont été débordées par la pandémie de la COVID-19. Beaucoup de secteurs d'urgence sont complètement débordés et fonctionnent au-delà de leur capacité. Une augmentation de recours aux procédures invasives comme l'intubation et la ventilation et le recours aux antimicrobiens ou à d'autres médicaments, ainsi que la surcapacité et les conditions existantes comme le diabète ou l'obésité, augmentent le risque pour les patients qui pourraient souffrir d'infections bactériennes ou fongiques. La disponibilité réduite de gants ou de blouses change et les changements dans les pratiques de nettoyage de désinfection sont d'autres facteurs qui conduisent à des infections. Les antimicrobiens ont été également mal employés en dehors de l'hôpital. Des médicaments comme l'ivermectine, l'azithromycine et le chloroquine sont utilisés de façon large comme des traitements alors qu'ils n'ont pas prouvé leur efficacité et qu'il y a des preuves scientifiques qu'ils n'apportent aucun bénéfice aux patients. Les professionnels de santé, où qu'ils soient, devraient ne recourir aux antimicrobiens et seulement quand c'est nécessaire, parce que le mauvais usage de ces médicaments est préjudiciable aux patients et à la santé publique. Et les pays devraient garantir que les gens ne puissent pas acheter des antimicrobiens sans une ordonnance ou simplement en pharmacie. Afin de préserver le pouvoir de ces antimicrobiens, il nous faut mieux surveiller, mieux gérer l'usage de ces médicaments. Depuis 25 ans, l'OPS aide les pays à surveiller cette résistance et à suivre les progrès de cette résistance antimicrobienne et pour lancer des campagnes de sensibilisation parce que c'est un défi sérieux. Nous sommes contents de voir que beaucoup de pays continuent à maintenir ces systèmes de surveillance pendant la pandémie et nous les encourageons à s'appuyer sur les réseaux de laboratoires pour suivre cette résistance antimicrobienne dans le futur proche. Les antimicrobiens sont encore mal utilisés pour traiter les infections de la COVID, donc les pays doivent promouvoir des orientations claires et scientifiques pour les traitements afin que les praticiens sachent quand utiliser ces médicaments. Ce n'est seulement par une meilleure intendance et gestion
et de la prévention et le contrôle de l'infection que nous pouvons empêcher l'augmentation de cette résistance. Et pour terminer là-dessus, il nous faut investir dans des médicaments antimicrobiens qui soient plus forts. Aujourd'hui, les projets de nouveaux antimicrobiens sont très réduits et nous dépendons de ces médicaments pour traiter toute une série d'infections. Nous sommes en train de canaliser notre capacité collective pour développer le diagnostic et les vaccins contre la COVID en un temps record d'ailleurs. Nous avons besoin d'engagement et de collaboration pour développer de nouveaux antimicrobiens qui soient accessibles au niveau du prix. Tout nouveau médicament doit être accessible à tout pays, peu importe son niveau de revenu. C'est une stratégie centrale du Fonds stratégique de l'OPS et qui consiste à aider les pays à limiter le coût de médicaments et de produits médicaux et de garantir une fourniture suffisante pour que ces outils soient à disposition. Tout au long de cette pandémie, nous avons considéré que le pouvoir de ces antimicrobiens était acquis. Et même si l'impact complet de leur mauvaise utilisation, de l'excès de leur utilisation peut prendre encore des mois ou des années, nous ne pouvons pas attendre. Il nous faut commencer aujourd'hui, profiter de la semaine de sensibilisation mondiale aux antimicrobiens qui est plus importante que jamais dans le contexte de cette pandémie. Il faut que tous les pays collaborent maintenant afin de contrôler l'augmentation de la résistance antimicrobienne pour que nous puissions continuer à compter sur ces médicaments afin de traiter des maladies et prévenir une crise inédite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Etienne. C'est un appel à l'action important pour contrôler la résistance antimicrobienne. Comment les pays peuvent faire pour contrôler cette résistance et quelles mesures ces pays doivent-elles prendre? Merci pour cette question importante. Cette résistance antimicrobienne, ou AMR en anglais, était et reste une urgence mondiale qui cause plus de 700 000 décès par an. Nous devons déjà affronter une pandémie et une pandémie parallèle due à la résistance antimicrobienne prend de l'ampleur. Nous avons observé une augmentation du recours aux antibiotiques pour traiter des patients de la COVID, avec des soucis quant à des infections bactériennes et dans un contexte de système de santé submergé où la prévention des infections et les pratiques de contrôle ont pu être un petit peu perturbées. Les actions de santé publique importantes devraient inclure une réponse à cette résistance antimicrobienne en évitant qu'elle se développe et s'élargisse, en surveillant l'impact de la pandémie de la COVID-19 et en continuant à investir dans la préservation des antimicrobiens pour les usages recommandés. Les pays devraient adopter des mesures régulatrices pour empêcher les gens d'acheter des antibiotiques sans ordonnance. Le secteur vétérinaire a un rôle important à jouer. Il nous faut limiter l'usage et l'abus d'antibiotiques sur le bétail et dans l'aquaculture, ainsi que pour accélérer la croissance, parce que cela a contribué à augmenter l'émergence et la circulation de pathogènes alimentaires résistants aux antibiotiques avec des implications pour la santé animale, pour la sécurité alimentaire et nous défendons une santé unique, le programme One Health, qui est une approche multidisciplinaire et multisectorielle pour traiter les maladies zoonotiques, la résistance antimicrobienne, la sécurité alimentaire et d'autres menaces contre la santé et l'interface humain, animaux, environnement. Les ministres de la Santé de la zone Amérique ont approuvé cette initiative d'une santé unique One Health de l'OPS pour améliorer la coordination pour les programmes de santé concernant la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Tous les pays ont développé des plans d'action nationaux et ont progressé là-dessus, mais beaucoup reste à faire. Il nous faut prévenir et nous préparer pour des défis en santé actuels et futurs sur cette interface humain, animal et environnement.
Nos soucis dans le programme One Health sont que ces risques vont affecter les systèmes dont les sociétés dépendent, la production de santé en agriculture et animale, ainsi que l'environnement. Chacun de nous doit faire jouer son rôle pour combattre la résistance antimicrobienne, depuis les agences régulatrices nationales jusqu'aux fournisseurs de produits de santé, agriculteurs, producteurs d'aliments vétérinaires, chercheurs, afin de trouver de nouveaux antibiotiques et des éléments diagnostiques pour sensibiliser également le public contre cette menace à la santé publique. Nous passons maintenant à des questions plus directes au sujet de la situation de la pandémie de COVID-19. Nous commençons par une question de Melina Ochoa du Mexique qui nous dit que le Mexique est en train de quitter que le Mexique sort du pic d'infection du variant Delta du virus SARS-CoV-2. Cependant, avec l'arrivée de la saison hivernale, des sous-types de cette même variant pourraient apparaître selon le chercheur mexicain et spécialiste en médecine interne et en maladies infectieuses. Alejandro Macias qui a déclaré que les prochains variants à apparaître accroissent le variant Delta. Quelle est l'opinion de l'OPS à ce sujet? Docteur Aldigueri, s'il vous plaît. Merci pour cette question qui nous vient du Mexique, mais je vais en parler d'une manière plus régionale dans ma réponse. Jusqu'à présent, on a décrit plus de 30 sous-lignages du variant Delta qui sont différentes entre elles par certaines mutations générales comme faisant partie d'un processus continu d'évolution. Ces sous-lignages sont distribués d'une manière très hétérogène à un niveau mondial, y compris, on a pu déterminer en Amérique qu'il existe tout au moins 7 ou 8 sous-lignages qui co-circulent contre le variant Delta original jusqu'à présent. Et conformément aux informations revues régulièrement par le groupe d'experts de l'OMS, y compris des experts de l'Organisation panaméricaine de la santé, il n'y a aucune preuve qui puisse avoir un standard de virulence de ces sous-lignages qui soit différent de ce qui a été observé avec le variant Delta original. De la même manière, il n'a pas été démontré un sous-lignage de Delta ou d'autres variants de préoccupation qui ne soient pas protégés par les vaccins qui maintenant sont disponibilisés par l'OMS, puisque aussi bien à un niveau mondial qu'à un niveau régional, le variant Delta prédomine, pratiquement le seul qui soit en circulation. Nous pouvons espérer que les sous-lignages qui se génèrent soient responsables des pics qui continuent à apparaître dans les pays et qu'ils peuvent être évités, il est important de le dire, en conservant les mesures et les gestes barrières et la distanciation qui ont été mises en œuvre depuis le début de la pandémie au sein des mesures de santé publique. Bien évidemment, toutes les informations qui ont été gérées grâce à la surveillance génomique globale et régionale sont mises en œuvre pour améliorer les barrières. Néanmoins, j'aimerais dire qu'il est important que ce soit clair, qu'il n'y a qu'un seul virus SARS-CoV-2 et que les vaccins doivent se diriger à protéger contre tout variant qui puisse circuler, y compris les possibles sous-lignages qui apparaissent comme un processus biologique attendu. J'espère avoir répondu à la question qui nous venait du Mexique. Merci. Merci, Dr Aldigueri. Et nous passons maintenant à parler de la situation de la vaccination dans la région. J'ai une question de Laura Bajo de EFE qui est en rapport avec les autres questions.
Laura Di, la directrice, nous a parlé de ce qui se passe en Amérique latine et aux Caraïbes, combien de doses ont été administrées dans la région et également une question qui se répète par Hamilton et Gerson au Pérou. Au rythme actuel de vaccination, quand est-ce qu'on pourrait atteindre dans la région à 70% des personnes vaccinées dans la région? Docteur Barbosa, est-ce que vous pouvez nous parler de ces objectifs à atteindre et de la région? Merci de ces questions. Tout d'abord, comme notre directrice l'a dit, la vaccination en Amérique latine et aux Caraïbes avance et c'est une bonne nouvelle parce que nous avons déjà aujourd'hui aux alentours de 750 millions de doses qui ont été administrées en Amérique latine et aux Caraïbes. Et ceci, dans la moyenne, représente la moitié de la population d'Amérique latine et des Caraïbes qui ont administré au moins une dose dans le cas de Janssen. Mais c'est un problème parce que nous savons qu'il y a des inégalités énormes entre les pays. Nous avons déjà dans les Amériques 20 pays qui ont déjà 40% de sa population déjà protégée. Mais nous avons encore 5 pays qui n'ont pas atteint les 20% qui correspondent aux groupes les plus vulnérables. Les professionnels soignants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Par conséquent, il y a beaucoup d'inégalités encore et il est nécessaire de continuer à élargir l'accès aux vaccins de tous les pays. Il n'y a aucune possibilité qu'un pays soit tout à fait protégé si les autres pays continuent à transmettre le virus parce qu'il peut surgir dans ce cas-là un nouveau variant. Au sujet de la question des 70%, l'OMS a établi un objectif d'avoir jusqu'à la fin de l'année que les pays aient au moins 40% des personnes grâce aux initiatives que l'OPS est en train d'élargir l'accès aux vaccins à travers le mécanisme COVAX et également a fait des demandes pour de nouveaux dons. Nous pensons que presque tous les pays pourront atteindre cet objectif. L'objectif des 70% qui ont été établis pour la fin du premier semestre de l'année prochaine devra faire en sorte qu'il y ait plus d'accès aux vaccins. Mais je voudrais dire que dans le passé, on disait, aujourd'hui encore, que si l'on atteint les 70% de couverture vaccinale, la transmission va stopper. Mais ce n'est pas vrai, c'est erroné. C'est un modèle qu'au début de l'utilisation des vaccins, on utilisait. Mais maintenant, nous avons par exemple 4 pays des Amériques qui ont plus de 70% de leur population vaccinée et la transmission continue dans ces pays. Basse, il est vrai, assez contrôlée si on la compare à d'autres pays. Mais ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'il est très important d'augmenter la vaccination le plus possible pour pouvoir atteindre non seulement 70%, mais peut-être 80, 85, 90 pour pouvoir protéger tout le monde. Mais il est important de continuer avec les gestes barrières jusqu'à ce que la transmission soit contrôlée, c'est-à-dire la couverture vaccinale n'est pas le seul indicateur pour dire que la pandémie est terminée. Il faut suivre tous les états épidémiologiques et conserver les mesures de santé publique, porter le masque qui sont très effectives pour contenir et diminuer, freiner la transmission. Nous passons maintenant à une question en anglais de la situation des enfants. Question de Leandra Hamilton de Turc et Caicos. Quels sont les numéros d'infection chez les enfants dans la région des Caraïbes? C'est une question générique. Oui, merci de cette question des Turcs et Caïques. La tendance de l'incidence des cas chez les enfants de moins de 14 ans dans les Caraïbes
tendent à suivre la tendance chez les adultes. D'une manière générale, les niveaux de transmission et les niveaux de décès chez les moins de 5 ans et chez les enfants entre 5 et 14 ans sont au niveau le plus bas si on les compare aux tranches d'âge plus âgées. De plus, les cas chez les enfants sont un tout petit peu plus importants en 2021 pour les raisons suivantes. Les capacités de test ont été plus facilement disponibles pour les populations. Si on étend à l'hémisphère nord et des mouvements de population au cours de l'année 2021 dans cet hémisphère nord, en 2020 et au début de 2021, les enfants recevaient l'enseignement à la maison. Et si on étend également à l'hémisphère nord, certaines écoles ont réouvert en juin alors que les vacances ont commencé en juillet et août, ce qui explique l'augmentation des cas. Très important également, plus d'adultes se sont fait vacciner que les enfants. En outre, la reprise des cours en présentiel a commencé en août-septembre, toujours pour l'hémisphère nord. Il faut cependant remarquer que la complétude des données dans les données pays par pays qui sont partagées avec l'OPS est toujours un défi. Nous parlons de systèmes de surveillance et d'analyse dans les pays des Caraïbes qui sont francophones, anglophones, hispanophones et néerlandophones. Donc, il faut distinguer cela. J'espère que j'ai répondu à la journaliste des Turcs et Caïques. Thank you, Monsieur Aldigueri. Merci beaucoup, Docteur Aldigueri. Nous continuons avec les questions des enfants. Nous avons la question de Eliana Cornejo. Est-ce que la vaccination devrait être obligatoire pour que les enfants puissent retourner à l'école en 2022? Docteur Ugarte, merci Luciana et merci beaucoup Iliana pour cette question. L'OPS considère qu'il n'est pas obligatoire de vacciner les enfants contre le COVID-19 pour que les enfants reprennent l'école. Mais néanmoins, nous recommandons que la vaccination des enseignants et des centres éducatifs soit mise en œuvre pour pouvoir protéger le personnel adulte et les enfants également. Ces recommandations sont conformes à la feuille de route qu'ont tracée le groupe d'experts de l'OMS. Il y a plusieurs mesures qui ont démontré être efficaces pour réduire la transmission et ceci comprend l'utilisation constante de masques par les enseignants et par les élèves, la réorganisation des espaces, la ventilation des écoles, les activités au sein des écoles pour éviter la concentration des enfants et la mise en œuvre des mesures pendant le trajet du domicile à l'école et vice-versa, puisque le risque d'infection continue à exister dans les communautés où il y a une transmission communautaire et ceci peut apparaître au sein des écoles, il est très important de mettre en œuvre des mesures de suivi et de surveillance épidémiologique et de recherche active de signes et de symptômes du personnel enseignant et des élèves pour pouvoir mettre en œuvre les mesures de contrôle d'infection rapidement, y compris la suspension des cours dans les environnements des salles de classe et, et de pouvoir communiquer le personnel. Il est important de souligner que lorsque nous mentionnons et nous parlons de vaccination, l'OPS a recommandé fréquemment, et l'OMS également, que soit prioritaire de vacciner les personnes qui courent le plus de risques de s'infecter et qui courent le plus de risques
pour les soins intensifs ou pour les décès, et étendre et élargir la vaccination à d'autres populations ou et en tenant compte de la couverture vaccinale et la disponibilité des vaccins. Par conséquent, il est très important de dire que chaque pays adopte la décision en fonction de leur environnement et des conditions où ils se trouvent et de la quantité de vaccins et d'autres risques supplémentaires. Donc, tandis que l'OPS et l'OMS recommandent de ne vacciner un seul vaccin pour les plus âgés de 12, les plus de 12 ans, il y a encore le besoin d'avoir plus d'informations au sujet de la sécurité et de la protection des enfants et des mineurs pour que ces circonstances soient analysées spécifiquement dans chaque pays et prendre les décisions qui correspondent à chaque pays. D'entre-temps, nous avons la responsabilité de protéger les enfants, les adultes et les adultes qui courent le plus de risques. Merci, Dr. Ugarte. Eliana, il y a une deuxième question sur l'opinion de l'OPS quant à l'application, l'administration de Sinopharm chez les enfants. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, docteur Barbosa, à ce sujet? C'est une décision que doit prendre chaque pays, chaque autorité nationale, parce que le producteur d'un vaccin présente chaque producteur présente aux autorités nationales les demandes lorsqu'ils peuvent fournir déjà toutes les études nécessaires pour prouver que le vaccin est sûr. C'est une décision de chaque pays. Nous ne savons pas quelles sont les informations. Nous ne pouvons pas donner d'informations à ce sujet. Ce sont des décisions souveraines que chaque pays doit prendre. De la part de l'OPS, nous n'avons aucun producteur qui ait déjà rempli toutes les informations pour pouvoir recevoir l'autorisation d'utilisation d'urgence chez les enfants. Fréquemment, les producteurs préfèrent d'abord envoyer aux pays qui veulent acheter les vaccins à cause de leur stratégie de marché. Mais déjà, l'OPS a reçu l'OMS de la demande de Sinovac et Sinopharm, mais c'est encore sous analyse. Nous pensons que dans 2 semaines environ, il y aura la décision de l'OMS pour la recommandation de l'utilisation chez les enfants. Mais comme je l'ai dit au début, c'est chaque autorité nationale qui doit revoir et réviser pour pouvoir prendre les données qu'il a pour pouvoir prendre sa décision souveraine. Merci, docteur Barbosa. Nous avons ici, docteur Aldigueri, une question au sujet de la détection du variant d'une journaliste, Lydia, du Nicaragua. L'OPS a donné du matériel pour pouvoir aider. Comment va la vaccination et est-ce que nous avons des mises à jour? Merci beaucoup pour cette question au sujet du suivi. Nous avons une mise à jour. Nous avons reçu les informations demandées par le ministère du Nicaragua et qui souligne l'identification de 4 variants de préoccupation. Par conséquent, le Nicaragua répond à nos questions et j'aimerais le placer dans un contexte. Tout ceci, dans l'Amérique centrale, c'est une situation cohérente avec la circulation de ces variants dans les autres pays d'Amérique centrale. Merci. Merci, Dr. Aldigueri. Nous passons maintenant à une question sur les diagnostics. Mariana Souquette, Effecto Cocuyo, Venezuela. J'aimerais savoir si l'OPS sait combien de tests de diagnostic par PCR et antigènes sont effectués quotidiennement au Venezuela. Docteur Ugarte, s'il vous plaît, pouvez nous mettre à jour? Merci de cette question. Les informations que nous avons concernant de combien de tests sont en train d'être réalisés dans le pays
sont mises à jour à un niveau national au Venezuela. Les informations que nous avons, c'est que jusqu'au mois de juillet, la fin juillet, la moyenne de tests antigéniques était de 510 par jour. Et d'après d'autres sources qui ne sont pas encore officielles, il y a des indices qui disent qu'il y a eu plus de 3 millions de tests PCR et antigènes, 5 900 et quelques tests quotidiens. C'est des informations qui ne sont pas officielles, qui doivent être validées par le gouvernement. Et dans le travail que fournit notre représentation au Venezuela, nous pouvons rapporter des chiffres de tests d'après les données que nous avons obtenues. Merci, Dr. Ugarte. Nous avons maintenant une question de Belisa Gonching en anglais. La pandémie a vu une augmentation des cas dans plusieurs pays du monde. Que pense l'OPS sur l'inoculation par une piqûre de rappel, une troisième dose, et si cette troisième dose doit être du même vaccin que les 2 premières doses, produites par le même laboratoire, et pourquoi? Docteur Barbosa, peut-être, c'est pour vous la question. Merci pour cette question. Il y a 2 aspects là-dedans. Quand on parle de piqûre de rappel, de troisième dose, laissez-moi vous rappeler pour commencer que la troisième dose, ce n'est pas la même chose qu'une piqûre de rappel. Le groupe d'experts consultatifs sur l'immunisation, qui est un corps indépendant d'experts qui établit des recommandations pour l'OMS et l'OPS, a déjà publié 2 recommandations sur sa troisième dose. La première, c'est que toute personne dont le système immunitaire est compromis doit recevoir cette troisième dose afin d'augmenter sa réponse immunitaire et la production d'anticorps afin de le ou la protéger contre le COVID-19. Dont les gens séropositifs ou qui ont reçu une greffe ou qui prennent des médicaments susceptibles de réduire leur système immunitaire doivent recevoir cette troisième dose. Dans le cas du vaccin Janssen, on parle d'une deuxième dose. Pour ceux et celles qui ont reçu 2 vaccins d'une plateforme différente, par exemple les vaccins de Sinovac ou Sinopharm, doivent recevoir cette troisième dose s'ils ont 60 ans ou plus, afin de renforcer également la protection que ce vaccin leur a déjà fournie. Donc, voici ces recommandations de notre groupe d'experts. Et il faut protéger ces personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Ce groupe d'experts publie toujours des recommandations. Peut-être que lors de leur prochaine réunion en décembre, il y en aura d'autres. Mais voici pour l'instant les recommandations actuelles. La nouvelle vague que nous observons en Europe, nous pensons qu'elle comporte 2 composants. En Russie et dans d'autres pays qui ont une très basse couverture vaccinale, 30, 35, 40%, ils connaissent une crise, une explosion des cas sûrement liés à la dissémination du variant Delta. Et il y a d'autres pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, qui connaissent une augmentation du nombre de leurs cas, sûrement car qu'ils ont atteint 60 à 65% de couverture vaccinale, mais vu la résistance au vaccin ou les hésitations, les gens qui ces pays n'arrivent plus à augmenter cette couverture vaccinale. Donc, je crois que le vrai débat ne tourne plus autant d'une piqûre de rappel, mais il s'agit de savoir comment les ministres de la Santé pourraient fournir des informations supplémentaires et quelles mesures ils peuvent prendre pour atteindre une couverture vaccinale plus importante. Parce que si on n'a que 60% d'une population, il y a encore 40% qui n'est pas protégé. Donc, ceci peut causer une nouvelle vague dans un pays déterminé. Ce que nous observons dans la plupart des pays développés actuellement, c'est une nouvelle vague chez les non-vaccinés, chez les gens
qui ont choisi de ne pas se protéger ou qui ont un schéma vaccinal incomplet, une seule dose par exemple. Donc, il faut se protéger de façon complète. Merci, Dr. Barbosa. Nous passons maintenant à la question prochaine de Matthias Berry, Lowing, je ne sais pas comment prononcer son nom, Lowy de Medscape en Argentine. Il nous dit de nombreux experts en Amérique latine, y compris des hauts fonctionnaires de la santé, ont souligné que nous nous trouvions dans une phase de transition de la pandémie à l'endémie. Cette opinion est-elle correcte? Quels sont les critères pour caractériser une pandémie ou une endémie? Pensez-vous que définir le COVID-19 comme une endémie relâcherait encore plus les mesures de santé publique, Dr. Alighieri? Je ne crois pas que l'on puisse définir des étapes délimitées dans l'évolution de cette pandémie. Les caractéristiques principales de la pandémie continuent à être l'incertitude de son évolution. Et nous devrions faire très attention toujours. Bien qu'il soit possible que finalement le virus du SARS-CoV-2 entre guillemets, soit endémique, nous pensons que ceci prendra plusieurs années à ce qu'il se transforme en endémie. Entre-temps, nous espérons devoir observer d'autres pics, d'autres poussées, même là où on a obtenu une autre couverture vaccinale. Et en fait, c'est ce qui se passe dans plusieurs pays de l'Europe de l'Ouest et ça doit être une défense. On observe des poussées importantes, bien que les couvertures vaccinales soient supérieures aux 70%, et on en pensait que les mesures de santé publique ne seraient plus nécessaires, ni la distanciation sociale. C'est en fait attendu parce que la fonction principale de la vaccination, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises lors de ces conférences de presse, la fonction principale de la vaccination est de réduire les formes sévères de la maladie et les décès. Et c'est ce qui se passe. Et non pas, le but n'est pas la transmission. Il n'y a pas non plus de définition spécifique au sujet de ce que veut dire le COVID-19 endémique. Endémique, ça veut dire la fréquence d'une maladie dans le temps. Et en réalité, d'autres virus respiratoires importants dans la santé publique, comme la grippe, ont lieu avec un caractère saisonnier et est difficile à prévoir dans des zones intertropicales. Finalement, nous pensons que les mesures de santé publique et de distanciation physique continuent à être un instrument clé et important qui doit se fonder sur l'évolution épidémiologique. Et comme on l'a dit avant, continue à être incertain. Et ceci vaut pour tous les pays et d'autant plus dans des pays et dans des zones où la couverture vaccinale est baisse ou hétérogène et par conséquent où il y a un risque important d'un taux élevé de formes sévères de la maladie et de décès. J'espère avoir répondu aux questions de Medscape en Argentine. Merci, merci Dr. Alighieri. Nous passons maintenant à 3 questions des Caraïbes en anglais. Kadim Joseph de Antigua et Barbuda de Observer Media, mais une question similaire de Deandra Milton de Turk et Caicos et de Kevin Felmin de Trinidad et Tobago. De Trinidad et Tobago, beaucoup de pays dans la région connaissent une réduction des cas, mais un ralentissement des inoculations. Est-ce que vous avez des commentaires? Quel est le principal souci de l'OPS pour ces petites îles actuellement, vu que nous approchons du réveillon de fin d'année? Docteur Etienne, est-ce que vous pourriez répondre à cette question?
Merci pour cette question. Bien sûr, nous sommes très inquiets par l'augmentation continue des cas d'infection et des décès dans certains pays des Caraïbes, surtout avec les fêtes de fin d'année qui s'approchent et les voyages qui devraient augmenter vers et en provenance de certaines de ces îles. La meilleure réponse est de continuer, préserver les campagnes nationales de vaccination des résidents contre la COVID-19 et de continuer à respecter les mesures de santé publique prévues dans tous ces pays, même dans ceux où les cas sont en déclin. Certains de nos pays disposent d'une capacité hospitalière relativement limitée et peuvent devenir assez rapidement saturés, en tout cas leur secteur d'urgence, qui peuvent être remplis de patients atteints de la COVID. Croyez-moi, vous ne voulez pas que nous finissions, que vous finissiez à l'hôpital dans un secteur d'urgence et dans des secteurs d'urgence de réanimation qui sont déjà complètement pleins. Dans mon pays d'origine, Dominique, j'exhorte tous les gens qui sont éligibles à se faire vacciner. Il n'y a aucune raison de craindre ou de se méfier de ces vaccins. Ils peuvent sauver votre vie, ceux de vos proches et de vos communautés. Je veux vraiment exhorter et dire la même chose à tous les résidents des pays de ce continent américain. Faites-vous vacciner, s'il vous plaît, quand votre tour arrive et dès que ce vaccin est disponible pour vous. J'enjoins également aux gens à rester prudents dans leurs interactions étroites avec d'autres ou avec ceux qui ne sont pas vaccinés ou pour la fréquentation d'endroits qui sont fermés où la ventilation n'est pas suffisante, comme les bars ou les restaurants. Continuez à porter votre masque et continuez à respecter les mesures barrières recommandées par vos gouvernements. Cette pandémie n'est toujours pas terminée et il nous faut rester prudents, en tout cas au moins jusqu'à ce que toutes les populations éligibles soient vaccinées. Donc voilà, c'est mon conseil à des pays des Caraïbes, mais également au-delà, et au-delà également du continent américain. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Ce sont un petit peu des remarques de conclusion pour notre séance. Nous arrivons maintenant à la fin de notre séance aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver davantage d'informations au sujet du COVID-19 et également tout ce qui a été dit lors de la séance d'aujourd'hui sur la page Internet de l'OPS PAHO. Et vous pouvez nous envoyer vos questions au Media Team de PAHO, de l'OPS. Et pour tout doute, et merci beaucoup d'avoir participé à notre séance d'aujourd'hui, d'avoir été connecté. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup.